Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle émission. Isère Mag, c'est le mag du département et comme d'habitude, on va revenir sur quelques-unes des actions phares qui font bouger notre territoire. Dans un instant, je vous expliquerai aussi pourquoi je me trouve devant une école. Mais avant cela, on va jeter un coup d'œil au sommaire. Adopte un budget. Le texte prévisionnel pour 2023 a été voté les 8 et 9 décembre. C'est le deuxième budget du mandat pour l'Isère. Plus d'1,6 milliard d'euros au service de la solidarité et du dynamisme. Je te dis que ça passe grâce à l'engagement des services du département et d'une entreprise locale chargée de réaliser un platelage. Le pont de Brignoux est désormais de nouveau accessible aux voitures. C'est moi qui l'ai fait, moules, cocottes, couteaux et autres. Les outils des chefs entrent dans votre cuisine grâce à l'entreprise Maton, basée à Saint-Marcellin, qui multiplie les références comme des petits pains. Et puis l'Égypte antique, une civilisation qui attire et inspire depuis plus de 200 ans. Découvrez une expo pharaonique au musée dauphinois. Alors si on a choisi d'être présent devant l'école Gustave Rivet de Domaine, c'est parce que grâce au département, l'Isère est à bonne école. Explication du texte avec Sandrine Martin-Grand. Bonjour. Bonjour. Et vous êtes première vice-présidente du département en charge de l'équité territoriale. Alors on sait que le département œuvre pour les collèges avec notamment, et on en a déjà parlé dans cette émission, de la rénovation, la carte tatou ou encore la cantine à 2 €. Mais alors pourquoi le département a-t-il choisi de s'intéresser aux écoles, quand bien même ce n'est pas sa compétence, c'est la compétence des communes? Alors j'ai envie de vous dire tout d'abord parce que l'éducation de nos enfants fait partie des priorités pour notre majorité départementale, mais aussi parce que dans le cadre de l'aide aux communes et dans le cadre de la solidarité territoriale, le département qui est le premier partenaire financier des communes et des intercommunalités, sait que les écoles sont un gros poste budgétaire pour les communes, qu'il est parfois difficile à assumer, alors en fonctionnement, notamment quand on vit des périodes comme aujourd'hui avec l'augmentation du coût de l'énergie et du coût des charges de fonctionnement qui peuvent augmenter, mais aussi quand il s'agit de réhabiliter ces écoles, notamment pour faire des économies sur le fonctionnement. Et donc c'est comme ça qu'est venue l'idée de pouvoir lancer un grand plan pour mieux accompagner sur une période donnée les communes pour construire de nouvelles écoles ou réhabiliter leurs écoles qui pouvaient être éventuellement des passoires énergétiques. Alors, ce plan exceptionnel, son montant? Alors, c'est un plan qui initialement avait été budgété à hauteur de 20 millions d'euros par le département, en plus des aides que nous apportons déjà aux communes. Et au total, ce sont 83 millions d'euros qui ont été consacrés à la réhabilitation ou à la construction d'écoles dans le département de l'Isère. Comment ces interventions ont-elles été fléchées? Ce sont les maires qui sont venus vous voir ou est-ce que vous-même, vous aviez déjà eu vent de besoins? Comment ça s'est passé? Alors bien sûr, des écoles, nous en aidions déjà avant la mise en place de ce plan. Nous en aidons encore depuis la fin de ce plan, puisque, comme je le disais, dans le cadre de la solidarité territoriale et de l'aide aux communes, nous aidons à la réhabilitation ou à la construction de bâtiments publics portés par les communes, dont un certain nombre de ces bâtiments sont des écoles ou des restaurants scolaires. Donc nous avons communiqué sur une aide majorée à partir de 2019, dans une période où généralement la commande publique se ralentit puisqu'on était en fin de mandats municipaux. Et donc en période électorale où tant que les nouvelles équipes ne sont pas en place avec les nouveaux projets, eh bien c'est parfois un peu compliqué. Et nous avons profité de cette période et nous avons souhaité mettre en place ce plan en majorant nos aides. Et la communication sur ces aides majorées a non seulement bénéficié à ceux qui avaient déjà les projets dans les tuyaux, mais aussi à ceux qui ne les avaient pas encore tout à fait. Ça les a incités à aller très très vite et à mettre en place des projets et à profiter de cette belle opportunité. Combien d'opérations ont été effectuées dans le cadre de ce plan ?
569 écoles ont été construites ou réhabilitées grâce au plan école dans le département. Ça a bénéficié à 433 communes, sachant que dans l'Isère, toutes les communes n'ont pas une école, que certaines communes, bien sûr, ont de nombreuses écoles, comme à Grenoble, mais ça veut dire quand même que de nombreux écoliers isérois ont bénéficié de ce plan école et de nombreux enseignants aussi pour améliorer leurs conditions de travail. Des opérations qui ont lieu évidemment dans tout le département de l'Isère. Vous pouvez nous donner quelques exemples? On a parlé de rénovation thermique, mais pas que. Alors ça peut aller de la rénovation thermique, ça peut aller de la construction neuve d'un groupe scolaire pour des groupes scolaires qui n'étaient plus aux normes ou qui avaient besoin d'être agrandis, par exemple. Il y a eu des constructions de restaurants scolaires, il y a eu de la réhabilitation thermique, on a refait des cours d'école qu'on a végétalisé pour certaines. Enfin, il y a eu vraiment toutes sortes d'opérations et sur tous les territoires de l'Isère et aussi bien des toutes petites communes en regroupement pédagogique que sur Grenoble qui a profité de ce plan école pour dans le cadre d'un grand plan qu'ils avaient mis en place de réhabilitation de leurs écoles, ont pu bénéficier pour un certain nombre de ce bonus. Et comment le département compte continuer d'aider les communes ? Alors, le département a terminé donc ce plan école, nous l'avons arrêté en juin 2022, après une prolongation, puisque nous avions initialement prévu de l'arrêter en 2021 et puis avec la période de la crise sanitaire et des retards pris notamment dans les livraisons des matériaux, eh bien, nous avons fait le choix de le poursuivre d'une année supplémentaire, mais il fallait à un moment donné l'arrêter pour pouvoir engager de nouveaux plans. Donc c'est le cas, alors pour les écoles toujours, plus sur le volet du fonctionnement au niveau des équipements informatiques, puisque nous nous inscrivons dans une démarche nationale qui s'appelle Territoire numérique éducatif, où avec l'éducation nationale, nous aidons les communes à équiper leurs écoles, à les équiper, mais aussi à former à la fois les enseignants, mais aussi les parents, pour constituer un environnement très favorable à l'apprentissage de l'informatique pour les petits, y compris les tout petits, puisque ça démarre dès la maternelle. Donc ça, c'est nouveau, ça démarre à la fin de cette année et pour 3 années. Et puis, plus sur l'aide aux communes, nous avons mis en place et voté, l'Assemblée départementale a voté un bonus énergétique, un bonus pour aider à la rénovation énergétique des bâtiments, où nous accompagnons par un bonus de 10% tous les projets ambitieux en matière de rénovation énergétique. Et on rappelle évidemment qu'avant de mettre en œuvre toutes ces actions, il faut passer par l'examen et le vote du budget par les 58 conseillers départementaux. Merci beaucoup Sandrine Martin-Grand. Merci à vous. Et je vous laisse parce que je crois que vous êtes très occupée et moi je vais aller rejoindre le maire de Domaine, Christelle Bayon. Merci. Pour voir cette belle réhabilitation qui prend forme. Merci à vous. Et les 8 et 9 décembre, les budgets primitifs 2023 du département ont été votés en séance publique. Avec un budget d'investissement parmi les plus élevés de son histoire, le président Jean-Pierre Barbier et son conseil veulent continuer de rester solidaires malgré un contexte économique et énergétique contraint. C'est un budget qui est adopté dans un contexte pour le moins mouvementé, puisqu'on connaît les effets de la crise en Ukraine, de l'inflation, de la pénurie de certaines matières, de la crise énergétique qui nous frappe au plus haut point. Ce qui est très marquant dans ce budget, c'est que le département a fait le choix d'éviter de se replier sur lui face à ces menaces, mais au contraire d'adopter un budget qui est très offensif, en fonctionnement. C'est un budget total qui va s'établir à 1,6 milliard d'euros. Donc c'est un gros budget d'action au service des Isérois, avec une hausse de nos charges de fonctionnement à hauteur de 3,5%. Le département fait le choix de créer 79 postes cette année d'agents qui sont en proximité et au plus proche de ceux qui en ont besoin parce qu'ils sont frappés difficilement par la conjoncture, donc les Isérois les plus fragiles. Et on a plus de 400 millions d'euros d'investissement avec la poursuite
de l'entretien de notre patrimoine routier, de la transition énergétique dans les bâtiments du département, avec l'ouverture d'une deuxième tranche de rénovation des collèges. C'est-à-dire que la moitié des collèges du département ont été complètement rénovés dans le courant du mandat 2015-2021. On entame maintenant la rénovation de la deuxième tranche. On a un gros budget aussi dans le champ de la culture, avec notamment l'engagement du nouveau musée départemental à Vienne, avec la poursuite des travaux sur le Palais du Parlement à Grenoble. Donc voilà, un budget qui n'est pas un budget de repli, parce qu'on est persuadé que si on veut surmonter cette crise, il faut l'affronter, il faut agir et il faut éviter de se paralyser. Au total, 58% des dépenses du département, soit 685 millions d'euros, sont prévus pour l'accompagnement des publics les plus fragiles, personnes âgées, jeunes en difficulté, personnes handicapées ou en situation de précarité forte sont concernées par exemple. Christelle Bayon. Bonjour. Alors, je rappelle que vous êtes le maire de Domaine. On se trouve ici devant l'école Gustave Rivet. Cette école a bénéficié du plan exceptionnel du département dont vient de nous parler Sandrine Martin-Grand. Qu'est-ce qui était en jeu ici ? Alors, ce qui est en jeu, c'est la réfection, enfin la construction d'une nouvelle cantine. Puisque la problématique qu'on avait aujourd'hui, c'était que les enfants déjeunaient sur 2 sites. Donc le site ancien donc de la cantine qui se trouve derrière moi, à ma droite, et puis le site du diapason où donc on avait donc une salle qui servait de cantine. Voilà, de réfectoire pour nos jeunes enfants. Et donc il s'agissait de réunir tout le monde au même endroit. Tout à fait. C'est la commune qui a sollicité le département ? Comment vous avez procédé ? Oui, en fait, on a fait un projet, donc on a demandé donc un projet donc de nouvelles cantines. Et vu les montants donc, de ce projet-là, on a donc sollicité le département, bien entendu, pour savoir à quelle hauteur il pouvait donc financer ce projet. On l'a sollicité à un moment où justement ils avaient mis en place ce plan exceptionnel. Un plan exceptionnel, cette voilà, enveloppe. tout à fait, un plan exceptionnel donc pour les écoles. Et donc ça nous a permis d'avoir 200 000 euros de plus par rapport déjà aux 315 000 euros, 320 000 euros qu'ils nous avaient déjà qu'ils avaient déjà prévu pour ce projet-là. Si le département ne vous avait pas aidé, est-ce que vous auriez pu faire un tel projet dans des conditions pareilles, un si beau bâtiment ? Alors ça aurait été compliqué de faire un projet sans l'aide du département et sans l'aide de l'État, parce que c'est vrai que c'est un projet de plus d'1,8 million. Et peut-être qu'on l'aurait fait, mais de façon différente. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce très beau bâtiment ? Oui, alors tout à fait. Donc, c'est un bâtiment donc, avec les nouvelles normes qui sont des normes RT 2020. Donc avec l'isolation extérieure, bien entendu, qui est prévue pour éviter donc, une surconsommation du chauffage l'hiver. Et il y a un système de climatisation naturelle pour l'été. À l'intérieur, nous avons aussi opté pour une isolation phonique pour le bruit que les enfants donc, produisent quand ils déjeunent. Moi j'en ai 2, déjà ça fait du bruit. Alors j'imagine, il y en aura combien dans cette cantine ? Donc normalement 280 enfants. D'accord. Entre les maternelles et les élémentaires, donc ça fait un peu de monde. Et c'est vrai que voilà, on a mis un point fort sur l'acoustique à l'intérieur, pour éviter donc ces bruits qui sont toujours gênants pour les enfants, parce que c'est un moment aussi de détente pour eux. Et donc voilà, c'est une de nos priorités, entre autres. Alors, est-ce que vous avez un calendrier des travaux à nous communiquer ? Oui, alors le livrable donc, de la première phase donc, est fin décembre. Et le livrable de la deuxième phase sera donc fin septembre, début octobre. Donc pour la rentrée 2023-2024. Pour la rentrée 2023, on espère que voilà, tout soit bien livré pour tous les enfants et qu'ils puissent justement rentrer dans cette belle cantine en totalité, puisque la première phase se terminant donc en décembre 2022. En décembre 2022, ils pourront rentrer dès le retour des vacances scolaires dans la cantine qui sera terminée ici, voilà, sur la première phase. Merci Christelle Bayon, et je vous propose à présent d'aborder un autre sujet qui vous concerne sans doute aussi, puisque c'est pas très loin d'ici. Il
s'agit du pont de Brignoux qui traverse l'Isère pour relier Crolles à Villarbonneau. Depuis un incendie criminel en mai dernier qui visait les câbles qui circulent juste en dessous, l'ouvrage a été fortement endommagé, empêchant tout passage. En charge de la voirie, le département a mis les bouchées doubles pour proposer un retour à la normale ou presque. Après les piétons et les modes doux, tout a été mis en place pour le retour de la circulation automobile fin 2022. Voyez le reportage de Lucille Dailly. Il n'y avait guère que le froid pour crisper les sourires ce matin-là. Quelques heures avant de rouvrir le pont de Brignoux, cet axe déterminant d'une rive à l'autre de l'Isère, le soulagement est immense. 8 mois auront suffi pour débloquer la situation et permettre de fluidifier le trafic à la porte de Crolles. C'est une excellente nouvelle, bien sûr, pour toutes celles et ceux qui vont pouvoir l'utiliser, pour les commerçants qui vont pouvoir avoir des fêtes de Noël apaisées. Donc voilà, on est très heureux d'avoir tenu les délais. Tout ça n'était pas gagné au départ. Car il a fallu agir vite tout en prenant les décisions les plus raisonnables pour rétablir la circulation après l'incendie volontaire du pont en avril 2022. L'hypothèse de la reconstruction semblait alors inévitable. Elle aura lieu d'ici à 4 ans. Dans l'intervalle, l'ouvrage actuel pouvait rouvrir pourvu de limiter l'accès aux véhicules légers, de réduire la vitesse à 30 km/h et de renforcer la structure par un platelage. Les équipes du département de l'Isère avaient même anticipé ces travaux de recouvrement en attendant le bilan des études de béton pour gagner du temps. Ça a vraiment été la clé de la réussite, de pouvoir mettre en œuvre toutes les procédures techniques, administratives pour faire en sorte que nous soyons dans des délais très courts. La reconstruction de ce pont, c'est tout de même 1 million d'euros. C'est une agression insupportable pour nos concitoyens qui coûte cher à la collectivité, très cher à la collectivité. Et à ce titre, la réactivité du conseil départemental est à souligner, puisqu'on se trouve aujourd'hui, quelques mois après, avec une offre de passage, certes temporaire, mais quand même bienvenue. Bienvenue et partagée entre voitures, piétons et cyclistes, à condition de respecter les consignes de sécurité. L'événement aura néanmoins permis d'accélérer les habitudes de mobilité douce sur cette portion du territoire. Prochaine étape, la construction d'un nouveau pont en amont du premier. Les travaux pourraient débuter fin 2024 pour une fin de construction prévue fin 2026. Parce que ce sont aussi eux qui nous permettent de bien nous nourrir, notamment dans les cantines. Les agriculteurs de l'Isère méritaient bien une nouvelle maison. Inaugurée cet automne à Moirans sur la zone d'activité centrale. On y trouve la Chambre d'agriculture, mais aussi d'autres acteurs du monde agricole. Le département a participé financièrement au coût global de la construction d'un montant de 6 millions d'euros. C'est un reportage d'Arthur Glory. Un tout nouveau lieu où les agriculteurs viendront échanger, prévoir ou encore s'adapter. La Maison des agriculteurs a élu domicile à Moirans. La Chambre d'agriculture, la FDSEA de l'Isère et son journal agricole Terre Dauphinoise ainsi qu'Adis ont choisi d'implanter leur siège dans la zone d'activité Centralpes. Un rouage indispensable pour la transition agricole que subit le secteur. C'est vraiment le siège de la Chambre d'agriculture. Donc on retrouve l'ensemble de ses services consulaires. Donc là-dessus avec le volet conseil, le volet d'avis qu'on donne aussi pour différents dossiers. Et puis après tout ce qui est conseil et surtout donc vraiment d'être là aux côtés des agriculteurs dans leurs projets, quels qu'ils soient. Avec 80% de la consommation électrique produite par des panneaux photovoltaïques et un système de refroidissement assuré par des poutres froides, ces nouveaux locaux prennent compte des enjeux environnementaux. La Chambre d'agriculture a quand même une vraie politique, une philosophie quand même de vie et on a voulu un bâtiment qui leur ressemble. Et le travail qu'on a fait avec eux, c'est essayer de positionner en fait la production locale, le bois de Chartreuse en l'occurrence, dans le bâtiment, de mettre aussi du béton qui est plutôt bas carbone de chez Vicat aussi sur cette construction. Donc chaque fois qu'on a fait un geste, on a essayé de diminuer notre impact carbone. Le département subventionne le projet à hauteur de 500 000 € et compte faire le lien entre les différentes communes de l'Isère. Le département, alors que ce n'est pas une compétence obligatoire, consacre chaque année 10 millions d'euros à l'agriculture, participe au financement de la Chambre, parce que pour nous c'est important d'avoir
une chambre d'agriculture forte parce que c'est un interlocuteur pour nous incontournable. Avec un peu moins de 5000 exploitations agricoles pour quelques 6700 salariés selon Agreste, l'agriculture iséroise, comme dans le reste de la France, est en récession. Ce nouvel outil de travail devrait permettre l'émergence de nouveaux projets. Et en 2022, la Chambre d'agriculture de l'Isère a aidé à plus de 120 installations. Si certains éleveurs peuvent se tourner vers la Chambre d'agriculture pour obtenir des conseils en cas d'épidémie zoologique, on pense par exemple à la grippe aviaire. S'agissant des infections et pathologies qui touchent l'homme, le Centre départemental de santé de Grenoble est un relais essentiel. Ça a été le cas lors des campagnes de vaccination du Covid-19 et ça l'est aussi depuis l'apparition du monkeypox, également appelé variole du singe. Le centre a ouvert une ligne de vaccination mi-août et encourage les personnes ciblées à venir se faire vacciner avec une deuxième injection 28 jours plus tard. Mais le centre accueille aussi un service de protection maternelle et infantile, un centre de santé sexuelle et un centre gratuit d'information et de dépistage des maladies sexuellement transmissibles. Il peut également sortir de ses murs pour aller à la rencontre des publics les plus éloignés du soin. La cuisine est dans la maison une des pièces préférées des Français. Vous êtes presque 9 sur 10 à la considérer comme un lieu récréatif. Ajoutez à cela le succès des livres, de recettes et des émissions télé. Et vous comprendrez que la passion des cook lovers se traduit en part de marché de plus en plus gourmande. Voilà qui est de bon augure pour l'Isérois Maton, spécialisé dans la vente à distance d'articles de cuisine. Lina Badreddine est allée à la rencontre de cette entreprise. C'est un des leaders du marché français de la vente d'ustensiles de cuisine en ligne. Basé à Vorep et Saint-Marcelin, Maton a fait ses premiers pas sur catalogue en tant qu'entreprise de vente par correspondance. Mais avec l'arrivée d'Internet, elle est devenue un pure player et possède depuis près de 25 ans sa propre boutique à Châtes. Les univers que nous commercialisons le plus sont les univers de la cuisson et de la pâtisserie. Alors dans la cuisson, on va trouver des poêles et des casseroles. Dans les poêles, des poêles en inox, des poêles en aluminium, revêtus, non revêtus. En pâtisserie, on va trouver toute la gamme de moules qu'il faut pour les pâtissiers, plus ou moins confirmés pour pouvoir faire de bonnes pâtisseries. Créée par Vincent Maton, traiteur de formation, l'enseigne a pour objectif de distribuer des ustensiles de cuisine du monde professionnel aux particuliers. Les produits sont sélectionnés par notre équipe d'acheteurs en interne, qui fait des salons, qui est au contact des fournisseurs, qui connaît extrêmement bien son marché, les usages. L'objectif est que le cuisinier amateur qui souhaite choisir de bons produits puisse trouver réellement tout ce dont il a besoin pour cuisiner. Au total, Maton distribue 160 marques différentes. Un tiers de son chiffre d'affaires annuel provient des ustensiles de sa propre marque. Nous avons à peu près 330 000 commandes par an. Avec un gros pic en fin d'année pour la période de Noël. La cuisine est une activité plutôt d'hiver. En novembre-décembre, il nous arrive de dépasser les 3000 colis par jour commandés sur notre site internet. Des ventes qui ont permis à Maton de doubler son chiffre d'affaires en 10 ans. Maton vise les 100 000 références en 2025. L'Isère qui brille dans les cuisines mais aussi sur les sommets et dans les musées. Petit florilège avec quelques temps forts dans notre département. Qui dit hiver dit neige et qui dit neige dit Coupe du Monde de ski de boss avec une étape incontournable à l'Alpe d'Huez mi-décembre. Le 14 décembre, 250 collégiens de l'Union nationale du sport scolaire ont pu suivre entraînement et qualification à l'invitation du département, partenaire de l'événement. En Isère, on aime aussi le vélo, mais pas besoin de pédaler pour découvrir l'exposition Les vélos de Douaneau. Jusqu'au 21 janvier au couvent Sainte-Cécile à Grenoble. Le photographe préférait les voitures et pourtant, toute sa vie, il a photographié les vélos. Plus de 70 photographies qui explorent l'histoire de la mobilité dans la société française.
Et puis l'histoire du film de comédie, elle se fait à l'Alpe d'Huez en Isère avec le festival international consacré à ce genre cinématographique. Des succès du box-office aux surprises à plus petit budget, en passant par des courts-métrages pour des séances gratuites et surtout une sacrée ambiance. La présidente du jury cette année, l'actrice Karine Viard, inoubliable dans Les Randonneurs ou La Famille Bélier. Mais la thématique qui surpasse toutes les autres, alors que l'on célèbre le 200e anniversaire du déchiffrement des hiéroglyphes par Jean-François Champollion, qui était d'origine iséroise, cette thématique qui surpasse toutes les autres, c'est évidemment l'Égypte antique et ses figures mémorables, d'où sont nés des objets, des livres, des films qui ont infiltré notre imaginaire dès le plus jeune âge. Jean-Michel Humbert, lui, a carrément consacré une collection à voir en ce moment au musée dauphinois. Voyez le reportage de Charlotte Faulkner. L'Égypte, une civilisation qui émerveille le monde entier depuis toujours. Un engouement et une fascination que l'on retrouve depuis des siècles sur les créations artistiques aussi bien que dans notre vie de tous les jours. Une fascination appelée égyptomanie. L'égyptomanie n'est pas l'égyptologie. Ce n'est pas la science de l'Égypte, ce n'est pas l'égyptophilie, ce n'est pas l'amour pour l'Égypte ancienne. Il s'agit en réalité de production, d'œuvres qui s'inspirent de l'Égypte ancienne, de ses codes graphiques en particulier, de ses codes décoratifs qui vont être réutilisés, réappropriés pour produire des créations, mais dont les fonctions sont vraiment fort éloignées des fonctions premières antiques. Dans les 700 mètres carrés d'exposition, on retrouve des tableaux, des bronzes, des faïences, des photographies, des jouets ou encore des vidéos. Égyptomania, une exposition née grâce à la rencontre entre le musée dauphinois et Jean-Marcel Humbert, docteur en histoire spécialisé en égyptologie. Il collectionne depuis une 50aine d'années les objets ou les œuvres en lien avec l'Égypte. Moi, ce qui m'a intéressé au début, où j'ai commencé à acheter simplement un objet, parce que je l'ai trouvé amusant au marché aux puces. C'est comme ça que ça a commencé. Et petit à petit, j'ai été attiré par ces objets parce qu'on ne les connaissait pas. On n'avait rien sur eux, ils n'étaient pas dans les musées, c'était des objets beaucoup plus courants, souvent. Et donc, ça m'a vraiment intéressé. Je me suis mis à acquérir ces objets pour pouvoir les étudier, pour pouvoir en faire le catalogue, voir les rapports qu'ils avaient entre eux. Créer des séries cohérentes, que ce soit des séries par thème, par date, etc. Et petit à petit, la collection a pris une ampleur que je n'avais pas voulu du tout à l'origine et que je n'avais même pas imaginé. Au total, près de 500 références de la collection de Jean-Marcel Humbert sont présentées pour cette exposition unique en son genre qui nous permet de mieux comprendre pourquoi l'Égypte ancienne nous fascine autant. Les musées départementaux vous proposent aussi de découvrir 2 autres expositions qui sont consacrées au bicentenaire du déchiffrement des hiéroglyphes. L'une aux archives départementales à Saint-Martin-d'Air et l'autre à Vif au bien nommé musée Champollion. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette émission. Retrouvez-nous également en ligne sur www.telegrenoble.net et pour plus d'infos, vous pouvez aussi vous reporter à l'Isère Mag, un numéro exceptionnel, c'est le numéro 38. Quant à moi, je vous dis à très bientôt.